Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette deuxième ronde du Weekly Viz dans lequel on verra s'affronter Proche contre Akiri Silas. Sans plus attendre, c'est parti, c'est Hugo, donc le joueur de Proche qui débute en payant 2 points de vie pour jouer un Overground Tomb, donc le Raveland dégagé, avec lequel il fait un mana vert et lance une ignoble hiérarque. Je prends mon tour et mini moment de réflexion, je joue une marche flats. J'aime bien faire un petit point météo match-up, on va dire. Proche, c'est plutôt un deck mid-range combo. Ma version d'Akiri Silas est une version mid-range. Donc il va falloir que je réussisse à disrupter les plans combo du Go et proposer des cartes qui vont être intrinsèquement plus puissantes et éventuellement un plan de jeu axé sur les artefacts qui va pouvoir se dessiner pour gagner un avantage significatif. Je commence directement dès le tour 1 avec une Hard Evidence qui me permet de poser à la fois un petit body ainsi qu'un artefact que je pourrais sacrifier plus tard pour piocher et qui, à défaut, va pouvoir augmenter la force de mon général Akiri. J'ai décidé de jouer Akiri Silas et pas Thrasios dans cette version. Je pourrais éventuellement revenir dessus un peu plus tard, mais je pense que au global, la couleur noire apporte plus que la verte. Hard Evidence en l'occurrence est une carte qui est un petit peu en test. Théoriquement, Akiri est plutôt bien positionné contre les decks aggro, et Hard Evidence c'est plutôt une carte qui met un petit stop au niveau du board pour permettre de temporiser ensuite avant de reprendre l'avantage. J'ai aussi décidé de jouer cette carte là parce que j'avais besoin d'un certain nombre, donc à peu près 25 cartes bleues, pour pouvoir pitcher Subtlety et Faux. Parce que j'ai décidé de ne pas jouer Force of Negation. C'est tout un tas de raisons qui m'ont fait jouer cette carte. Au tour 2, Hugo pose un terrain, donc une Taiga donc en proxy, et décide de passer le tour, donc il aura probablement des removals, des réponses. Et je me dis qu'une majorité de ces removals vont être potentiellement basés sur les dégâts. Là j'avais le choix entre jouer une Psychic Frog et un Bassim. Et j'ai décidé de jouer le Frog, plus ou moins en guise de bait, on va dire. Et effectivement, Lightning Bolt dans le Frog. Et je me dis, Frog, ça peut être vraiment pas mal. Je vais jeter 2 cartes pour voir comment ça se passe. Et là, pour 2 Orkish qui vient remettre un point, je suis obligé de rejeter une carte. Et étant donné que j'ai déjà commencé, moi je vais au bout des choses. Donc là, je me suis bien commit dans le Frog. Il est 4-5, donc un bon pâté. Et il peut tout à fait reprendre l'avantage en attaquant plus d'une fois pour repiocher les cartes que j'ai défaussées. Donc j'ai gardé mon Bassim aussi qui me permettra de faire du card advantage. Card advantage qui va quand même être un petit peu embêtant parce qu'il y a le Orkish qui va tourner du côté du Go. En plus, il continue... alors Proche, c'est assez particulier comme deck à affronter. Il faut vraiment anticiper le fait que Proche, c'est 6 mana. Mais généralement, s'il détape avec son Proche on-board, il a tout un tas de cartes qui vont le permettre de gagner. Domri en est une, puisqu'elle donne +1/+0 à toutes les créatures, ainsi que la nuée de Kobold qui est dans le deck. Et là, coup dur pour Guillaume. Il joue un pile-on qui fait que il va détruire mon Frog dans lequel j'avais investi beaucoup. Et je n'aurai pas de ROI sur ce Frog, mais c'est pas grave. Je pourrais récupérer du tempo ainsi que du card advantage avec Bassim plus un sort historique. Donc lui en plus le pylon il lui permet de surveiller le 2, donc ça le permet de creuser et de voir un peu les cartes qui vont lui sembler pertinentes. En l'occurrence le Shifting Woodland n'a pas l'air d'être à son goût. Donc là je suis un peu embêté, parce que Bassim plus un sort historique ça coûte 4. Et donc moi j'ai besoin de poser du board parce que sinon prochain tour je peux me prendre une giga sauce. C'est pour ça que je décide de faire Caillou dans Akiri. Akiri qui a 2 de force, ça permet de calmer un petit peu le jeu des créatures qui voudraient attaquer. Et là on a typiquement le cas de figure où mon petit crabe il protège quand même pas mal le board.
C'est évidemment un peu embêtant avec Domri qui donne +1/+0. Pour rappel, donc là c'est la version full japonais pimp de la mort qui tue. Le +1 ajoute un mana rouge ou vert et les sorts de créatures sont incontrables ce tour-ci. Donc du coup ça me tire un peu une balle dans le pied si j'avais gardé un contre-sort typiquement pour essayer de contrer proche. Le -2 fait se battre 2 créatures et son passif donne +1/+0. On a donc un fetch du côté d'Hugo. Donc là la partie semble assez mal embarquée pour moi parce que je me suis un peu jeté sous le bus en voulant défendre le Psychic Frog. Peut-être que j'aurais pas dû. C'est un parti pris. Je me suis dit qu'il pourrait aller au bout typiquement parce que si, en fait concrètement, si Hugo s'était foiré ou qu'il n'avait pas encore un 3ème anti-bet, ça aurait pu largement être suffisant. Et là, Fury qui fait bien mal. Donc il inflige 3 points dans Akiri et 1 point dans le crabe. Ce qui fait que si je veux garder le crabe, je suis obligé de bloquer une créature de 1 de force. Donc c'est pour ça que je bloque le hiérarque et pas une autre de ses bêtes. Et du coup je prends 4 points. Je reprends mon tour, là ça y est, on arrive à dégager avec pas mal de mana. Faut que je vois si je suis capable de faire Bassim plus un Arthos. Ah non, Pyrogoyf, ça c'est pas mal. Je sais pas combien il est, mais il est au -3, donc je crois qu'il me semble que c'est ce que je disais. Je sais pas combien il est, mais je veux plus voir la Fury. Donc je repose du board et je gère une menace adverse, donc c'est du 2 pour 1, c'est vraiment pas mal. Donc je vous refais pas le pitch à quel point Pyrogoyf c'est un bon carton, mais on en a encore une fois l'illustration. Hugo qui dégage avec 6 mana, donc avec la capa de Domri, donc là il en a même 7. Il a donc tous les manas nécessaires pour jouer son général. Sachant qu'en plus, j'en ai déjà parlé parce que on a 2 joueurs dans notre communauté qui jouent beaucoup proche. Proche, c'est 2 sorts sur la pile. Enfin, un sort, donc proche, et une capacité. Donc si jamais on veut gérer l'une ou l'autre, c'est soit un counter spell, soit un stifle effect. Et c'est ça qui le rend assez difficilement gérable, puisqu'il a pas mal de cartes dans son deck qui synergisent soit autour de proche, soit autour de la myriade de kobolds qui sont joués. Enfin, posés directement en jeu. Je reprends mon tour. Là, il y a un board qui est très conséquent du côté de Hugo. En plus, j'ai un peu de mal à toucher mes land drops, mais au moins ça veut dire que j'ai des cartes actives. Là, j'ai pas le choix. Je sac mon clou pour piocher une carte. Je prends 1 sur le Orcish Bowmaster. Mais il faut que je creuse. J'ai pas d'out, donc là, l'étau se resserre. Ouais, je joue un Bassim en désespoir de cause. Bassim qui est vraiment une des meilleures cartes du deck. Une petite bestiole évasive qui fait du card advantage et qui grandit au fur et à mesure qu'elle inflige des blessures. Pour 2 petits manas, franchement c'est tout ce qu'on cherche. Son seul défaut c'est qu'il est des 2 couleurs opposées à Akiri. Bon du coup, phase de dégagement, phase d'attaque du côté d'Hugo, j'ai perdu. Là, petite précision, on a tous les 2 mulligans à 5, ce qui fait qu'on est dans un cas de small game, on va avoir très peu de ressources et qu'il va falloir vraiment les optimiser à fond pour essayer de gagner un avantage sur la partie. Ou évidemment de trouver un outil qui nous permette de faire pas mal de card advantage. Moi j'ai gardé une main qui est vraiment osée, vous allez le voir. Tour 1 sur Veiland, là je creuse pour essayer d'aller trouver un terrain. Au-dessus j'avais Siège des Synodes, le terrain artefact bleu. T2, Urza's Saga, comme ça me permet de faire T3, commencer à poser des jetons d'Urza's Saga, et vous allez voir à quel point Urza's Saga c'est également, alors c'est le meilleur terrain du deck, mais c'est également une des meilleures cartes aussi. Étant donné à quel point ça synergise avec le deck. En plus ça tombe bien parce que en général, quand on a posé 2 jetons, ce qu'on aime bien aller chercher c'est Shadow Spear, bah là je l'avais en main de départ,
Mais ce que j'ai aussi en main de départ, c'est une Winter Orb. Et Winter Orb, vous allez voir, c'est une carte qui, dans Akiri, a plusieurs moyens d'être rendue asymétrique. Donc ça, on va le voir, c'est quand même quelque chose que je vais pouvoir faire typiquement avec le Urza que j'ai en main. Par contre, il faut que j'ai réussisse à aligner mes land drops. Et du côté du Go, quand même, il va dégager, il aura potentiellement 5 mana. Donc il faut quand même que je fasse attention. Là, je pense que le plan, c'est de dire fin de tour, je représente des contres ou des gestions, et si jamais mon adversaire ne fait rien qui me demande de déployer mes ressources, et ben je peux poser directement un construct. Donc un construct, celui qui prend +1/+1 pour chaque artefact qui sont en jeu. Et actuellement j'en ai 2, donc ça veut dire que ce serait une 3/3. Pour un mana noir, Inquisition de Kozilek. Et là, mon adversaire se rend compte de mon plan de jeu. J'ai donc une Winter Orb, un Fourth Hurlinghast et un Urza. Donc concrètement, il ne peut pas toucher au Urza. La décision se fait entre Fourth Hurlinghast et Winter Orb. Et je vous laisse regarder ce qui va se suivre. Moi, en attendant, évidemment, je prépare mon petit token, tranquillou pipou, je fais ma vie, t'inquiète pas. Je te laisse faire ton choix, j'influe pas. Concrètement, là, j'ai vraiment pas envie qu'il me défausse ma Winter Orb, ce qui serait, à mon sens, le choix le plus logique. Mais il décide de défausser le Fourth Hurlinghast, ce qui se défend dans le sens où, si jamais je pioche mon mana blanc, Fourth Hurlinghast est donc le monarque, ça permet de remonter les 2 mulligans 5 et de repartir avec un certain nombre de cartes en main et donc de reprendre un avantage. Ça tombe bien, c'était pas du tout mon plan de jeu, là vraiment, je cherchais pas spécialement à faire Fourth Hurlinghast. Et du côté du Go, on rampe, c'est un peu le mot d'ordre du deck. On rampe, et ensuite on kill. Donc Flare of Cultivation, ça fait une culture, surtout quand c'est hardcast. Il aurait pu le lancer en sacrifiant son Birds, mais il a envie de garder suffisamment de mana. Sachant qu'il a vu que j'avais ma Winter Orb et que j'allais très probablement la lancer au prochain tour. Bon, ça se défend. Bon, du coup, j'avais préparé mon coup. Hop, je prends mon tour. Urza's Saga passe à 3. Petit moment de réflexion. En fait, même si j'ai un terrain, je ne pourrais pas faire à la fois Construct et Winter Orb. Donc, j'ai un choix à faire. En plus, il me semble que j'ai même pas pioché de terrain, donc c'est vite vu. Je vais ajouter un mana, sacrifier ma saga, et là, j'ai plusieurs targets. Je ne joue pas Pince-Crâne. J'ai à ma disposition Fonderie de Modernisation, Shadowspear, Ghost Vacuum. Il me semble que c'est mes 3 cibles de mon Urza's Saga. Et je peux pas aller chercher Moonsnare Prototype, parce que dans la valeur de mana, il y a un bleu. C'est un peu embêtant. Je peux pas faire pas Winter, mais... comment ça s'appelle ? Winter Orb, pas Winter Moon. Je peux pas faire de Winter Orb asymétrique à partir d'une Urza's Saga. Dommage. Retrofitter Foundry, là le plan c'est vraiment de faire une grande construct. J'en aurai qu'une, mais par contre elle va tabasse avec la Shadowspear qui lui sera attachée ultérieurement. Donc là, je fais un petit bisou dans les points de vie adverses à 5. Et alors je sais pas si c'était si pertinent de la jouer maintenant, mais je me dis ah oui, par contre, mon adversaire il tape tous ses manas, je lui fais hop hop hop, police du fun, arrêtez de vous amuser, ceci est une Winter Orb. Je me suis dit, je préfère gérer son Bird, déjà parce que Bolt the Bird, en général, c'est jamais un mauvais plan, et ça va le limiter dans ses ressources, parce que sur un malentendu, il fait un Tinderwall ou une messe noire, il peut poser son général, et à partir de là, je me retrouve assez vite embêté. Pour le coup, je pioche un mana, ça veut dire que je peux ramper, donc là je pense que je vais chercher un blanc-noir, histoire de me fixer au niveau de mes couleurs. Et je vais avoir un choix. Soit j'attache immédiatement la Shadowspear, qui était le play intuitif dans lequel je me suis jeté, et je me dis, oh mais attends, ça change pas la cloque,
Je suis pas spécialement à 5 ou 6 points de vie près là. Je préfère garder mon mana up. Bon, évidemment, j'ai pas de carte en main, donc le bluff est très limité. Mais bluffer éventuellement un removal ou un contre. Et au pire, en fin de tour, je peux donc ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier et poser un cerveau en fin de tour adverse avec la fonderie. Parce que je me dis, si jamais Hugo pioche un Fatal Push, ou ouais, parce que Bolt ça passe pas, Fatal Push, il pourrait me péter mon Construct qui est quand même un peu ma seule cloque. Pardon, je me dis, je peux essayer d'aller chercher avec pas mal de mana le jeton 4-4 Construct que propose la fonderie de modernisation. C'est un plan sur 2 ou 3 tours, mais au moins ça. Voilà, là je sais que j'ai pas de. Ah si, je pourrais au prochain tour lancer Akiri. J'aurais pu lancer Akiri, d'ailleurs. Qui était vraiment pas mal d'ailleurs dans le spot. J'y ai pas pensé. Là j'avais mon plan de jeu qui était assez clair avec ce que j'avais sur le board. J'attends éventuellement ultérieurement pour lancer mon général. Hugo joue proche. Pour le coup, il a 7 points de vie, donc il est vraiment pas frais. Sachant qu'il va dégager avec potentiellement 2 ou 3 mana maximum au prochain tour, parce qu'il a son Utopia Sprawl. Et là je dis 1 mana, 1 mana. Bon, c'était pas un mana, mais il me semble que c'est un caillou, j'ai pioché. Du coup, j'ai décidé de ne pas activer la capa de la fonderie, parce que je me dis, si jamais j'arrive à top deck 1 mana, lancer Urza, je fais des Winter Orb asymétriques, alors là c'est la fin du fun pour Hugo, et surtout je repose un deuxième Construct. La partie elle était pliée. Bon, j'ai eu un caillou plutôt qu'un mana, donc c'est plus ou moins similaire, mais ça me permet pas de faire le plan de jeu que je voulais. Et là, phase d'attaque pour 7. Donc le Construct il est 6-6, et il prend +1/+1 piétinement lien de vie avec Shadow Spear. Donc j'attaque pour le létal Hugo, qui est obligé à minima de mettre un Kabold dans le tas. Il peut également bloquer avec proche et sacrifier 2 kobolds pour le transformer en 7-5 et donc me tuer, enfin faire un trade. Ça lui coûte pas mal de ressources, mais au moins il repartirait avec des kobolds on-board. Donc a priori il décide d'envoyer une flopée de kobolds dessus, quelque chose comme 5. Comme ça il se dit au cas où sur un malentendu j'arrive à cheater un Arthos en plus, il meurt pas au point de vie près. Je sais plus précisément ce qu'il fait, donc je vais attendre un instant de voir. Alors, quelle est la décision d'Hugo? Il bloque avec proche. Donc il prend 2, je regagne 7, je passe à 26, il passe à 5. Il va falloir piocher un mana, parce qu'il me semble en plus, comme quoi, hein, vraiment rien n'est joué, qu'Hugo a une animosité partagée en main, qui dit, en fait c'est un enchantement pour 3, qui dit que chaque créature attaquante prend +1/+0 pour chaque autre créature attaquante qui partage un type. Ce qui fait que là en gros il m'enverrait 30 points dans les dents, ce qui est, ma foi, plus que létal. Voyons voir. Donc a priori il n'a pas eu son mana, parce que sinon il aurait tout simplement slamé son animosité partagée. Petit moment de réflexion, il peut encore temporiser un tour ou deux. Mais l'étau se resserre. Bon alors, mes excuses, hein, la carte qui est blanche, c'est une proxy du talisman, qui effectivement n'a rien à faire dans mes terrains. Je l'ai commandé, en l'occurrence je l'ai reçu entre les deux. Et donc maintenant, je l'ai. Pas trop de mana à ma disposition, je peux éventuellement faire un cerveau, donc rajouter un artefact en plus en jeu. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je peux éventuellement passer à 7, plus un 8. Donc là Hugo est plus ou moins censé obligé de bloquer avec 4 ou 5 artefacts.
Voyons voir comment il décide de bloquer. Parce que là, en fait, si il bloque avec trop, il pourra pas me réattaquer avec animosité partagée. Mais étant donné que je vais gagner 1 milliard de points de vie, vraiment, ça change pas grand-chose. Donc je décide de ne pas créer le cerveau tout de suite parce que ça changera pas la cloque. Quoi qu'il en soit, le tour décisif sera le sien puis le mien. Si jamais il n'arrive pas à retourner la partie, il a perdu. Et au moins, je représente un contre, encore une fois, ou un removal. C'est assez important, hein, les mind games, avec les 2 manas que j'ai, pour lui dire, bon bah, on est en low resource, et bah, si jamais j'arrive à avoir même ne serait-ce qu'une petite chic note de mana ou force spike, je peux éventuellement arracher une victoire là-dessus. Donc là, Hugo, dans sa main, il a une corde d'adjuration, qui fait qu'il pourra aller chercher un drop 2. Il me semble qu'il m'avait dit, si ce n'est maintenant, peu de temps après, voilà, j'ai corde d'adjuration, mais ça me permet pas d'aller chercher un létal ou du moins de disrupter ton plan. Parce qu'éventuellement il pourrait aller chercher Moloch, mais ça suffit même pas. Un Orkish, c'est pas suffisant parce que j'ai le piétinement. Même s'il veut aller chercher un Kenkerbloom, il lui manque un mana pour le sacrifier et me péter ma... que ce soit la Wintermoon ou la Shadowspear. Bon. Il se retrouve un peu coincé au mana près. Et c'est là que je me dis, ah, j'ai bien fait de Bolt le Bird. Donc, ah oui, il a même un Green Sun Zenith, mais ça suffit pas non plus. On attaque donc cette 3e partie. Cette fois-ci, c'est Hugo qui joue un Dork dès le tour 1. Je joue une Inspiring Vantage, donc le Fastland blanc-rouge. Je représente une Mana Tice ou une sorte de plochère ou éventuellement une Bolt. Je représente honnêtement pas trop ça parce que sinon je l'aurais fait directement sur son Dork. Voyons donc voir ce qui va se passer à ce sujet. Hop. Fetch du côté d'Hugo. Cette fois-ci, il me semble qu'on a gardé 2 mains à 7. Donc une vraie partie, contrairement à la précédente qui était vraiment une guerre d'attrition et de ressources. C'est quand même intéressant de temps à autre d'avoir ce genre de partie parce que ça permet vraiment de comprendre à quel point les cartes ont un impact marginal sur la partie. Donc vraiment, cette carte, donc typiquement la Urza Saga, si je l'avais pas eu dans ma main, bah déjà j'aurais sûrement mulligan. Mais elle a vraiment un impact très fort sur la partie qui a eu lieu. Ah oui, donc le mana up, je m'en servais pour faire pour Island Cycler une Lorien Revealed. Et je vais donc chercher les 2 couleurs opposées à mon Vantage, à savoir une UC. Que je joue directement pour donner le moins d'informations possible à mon adversaire sur les cartes que j'ai en main. Ah oui, je ne l'ai pas notifié, mais mon adversaire a joué un Rain and Six qui va lui permettre d'assurer tous ses land drops. Et, pardon, si j'ai le malheur de jouer une créature avec 1 d'endurance, donc typiquement Skrelv, Mother ou des cartes de cet acabit, bah, ils vont directement se prendre un petit ping et du coup ça peut très vite se retrouver embêtant. Ça lui coûte quasiment pas de ressources et bah, ça lui permet justement d'en générer au contraire. Donc fetch, fetch, fetch. Il est allé chercher là, il me semble que c'était sa Taiga. Donc du coup il peut aller chercher son Badlands. Ah bah non, je suis bête, c'est l'inverse. C'était pas la Taiga qu'il était allé chercher, c'était le... C'était la Taiga, mais là... Non, c'était le Badlands, pardon, et là c'est le Bayou. Je pensais que c'était un fetch rouge. Très bien. Donc là, il se retrouve avec 4 mana up. Il va pouvoir développer un play impactant, probablement. C'est sûrement pour ça que je suis resté up au niveau de mon mana. Pour éventuellement répondre à une menace qui pourrait être posée. Donc typiquement Minskebu, on rentre tout à fait dans la catégorie des menaces. À laquelle je réponds avec un No More Lies, donc contré à moins que tu payes 3 exilés. Petit caillou, donc cette fois-ci le bleu-rouge, le Painland bleu-rouge,
qui me permet de curver directement avec Akiri. Je passe mon tour à nouveau. Là, Hugo va se retrouver avec potentiellement 5 mana, donc c'est pas encore un tour approche a priori. Sauf accélérateur. Donc décidément, voilà une belle carte qui va faire de la value. Son fetch, il lui aura fait vraiment beaucoup de value avec sa Renin 6. Là, c'est une fécondité qui dit qu'à chaque fois qu'une créature meurt, enfin est mise au cimetière depuis le champ de bataille, le contrôleur de cette créature pioche une carte. Donc c'est une carte qui est symétrique. Ce qui veut dire que quel que soit le côté de la partie, on peut piocher des cartes. Et c'est un May, ce qui signifie que ce n'est pas un trigger qui est obligatoire. On a le choix de piocher ou pas. On pourra le voir, il y a certains cas de figure où ça s'avère être pertinent, ce petit May. Cette fois-ci, c'est un mana noir de base, donc un basic swamp, qui est fetché du côté d'Hugo. Bon, bah, il n'a pas de raison de faire autre chose que de se renvoyer encore une fois son fetch en main. Donc prochain tour, je suis à peu près certain qu'il y a Proche qui va être lancé. Donc si j'ai un contre ou un stifle, ça pourra s'avérer pertinent. Soit c'est ça, soit je vais chercher à proposer un play vraiment impactant. Ça change d'étape avec 5 mana. On est dans un territoire où je peux jouer du Pyrogolf, du Chaos Defiler, Breya, Aragorn, enfin voilà, moi typiquement exactement, Aragorn. Donc je paye 4 mana. Je joue mon petit Aragorn, je prends le monarque. Je fetch. Et il me semble que j'ai une séquence qui est quand même plutôt pas mal. On va le voir, donc je vais fetcher dans un blanc-rouge. Pourquoi? Parce que je veux absolument un mana rouge pour faire un Détective Phoenix. Et les joueurs d'Aragorn pourront confirmer. Aragorn, globalement, avec la célérité et même encore plus le vol, ça commence à envoyer un bon parpaing. En plus, ça tombe bien, Renin 6, il est à 6, comme son nom l'indique. Aragorn, il attaquerait potentiellement à 6, donc ça me permettrait de faire d'une pierre plusieurs coups. Là, franchement, j'étais pas mécontent de ma ligne de play. Bon, évidemment, Hugo, il a quand même du répondant. Et il a surtout une carte qui va extrêmement bien avec Renin 6 et qui va sacrément m'embêter. C'est Bozejou. Donc, ce que j'aurais pu faire éventuellement, si j'avais suffisamment de cartes dans mon cimetière, c'est aller chercher avec le Bozejou une carte qui fait du rouge pour relancer mon Phoenix. Et alors là, bien enflouer Hugo. Mais comme j'ai plus assez de cartes dans le cimetière, je pouvais pas le faire. Donc je suis allé chercher un Surveil Land. Il me semble que c'est le blanc-bleu que j'ai pris. Parce que je joue 3 Surveil Land. Globalement, je suis reparti de la base mana d'Ezio. À peu de choses près. Je l'ai réadapté avec les terrains artefacts, Urza's Saga, Arena of Glory. Enfin, il y a quand même quelques modifications. Mais la base mana est assez similaire avec mes decklists précédentes. Donc, Surveil Land. En plus, ça me permet, donc encore une fois, les joueurs d'Aragorn confirmeront, de faire un Scry, plus ou moins, avant de piocher en fin de tour avec le Surveil Land. Donc là, je mets au cimetière un Bassim. J'ai déjà mon board. J'ai des cartes en main qui me permettent d'assurer du gaz aussi. J'ai le Monarque qui tourne, donc qui fait du gaz. Là, Bassim, c'est plus nécessairement son heure pour briller. Donc, étape de fin, je pioche, passe mon tour. Petit moment de réflexion du côté d'Hugo. Il me semble que j'ai quand même attaqué à 1 avec Akiri dans Renin 6 pour limiter la casse. Parce que l'ultimatum de Renin 6, il se trouve être à -7. Donc là, bah, évidemment, plus 1, vas-y que je te renvoie Bozejou en main. En rigolant, je lui dis, et du coup, tu landes Bozejou, c'est ça? Évidemment, faut pas faire ça. Bozejou, c'est quand même un sacré bout de carton également. C'est quasiment un argument même
pour jouer vert avec Akiri. Typiquement, c'est un des meilleurs outs qu'Akiri pourrait avoir contre Azusa, qui est un match-up a priori assez complexe, parce qu'on a assez peu d'outs pour battre Glacial Casp. Enfin, c'est pas le sujet. Percastor, on verra ça dans une autre vidéo. Hugo, il continue de faire tourner son marche flats. Je disais un peu en rigolant, mais il va plus avoir tant de cibles que ça s'il veut éviter de payer des points de vie avec ses Ravland. Donc il se trouve que il joue un neigeux, donc là ça m'envoie un petit signal faible en me disant il y a peut-être Tainted Pact dans le deck, ce qui ferait tout à fait sens. Enfin, ça ressemble à une base mana de Tainted Pact. Là, Hugo, il se trouve avec 6 mana. Donc ça va vite devenir problématique pour moi parce que proche avec tous ces Kabold qui pourront être sacrifiés, et donc un Kabold égale une pioche avec fécondité. Pour le moment, c'est pas tant un problème parce qu'en fait, avec la Kappa d'Aragorn, tant que je suis le monarque, moi je fais vroom vroom tout droit. Donc le Rain and Six, je vais pouvoir lui mettre un bon petit taquet. Il me manque un artefact pour pouvoir coller le létal. Enfin, dans Ren. Je crois qu'aussi la réflexion de mettre Bassim au cimetière, c'est que je veux mettre de la mana value au cimetière pour pouvoir collecter évidence un peu plus tard. On en parlait tout à l'heure. Pour 5 Chaos Defiler, là j'ai le choix. Soit je pète proche, soit je pète Ren and Six. Et je crois qu'il y a une petite erreur de communication de ma part. Hugo aurait potentiellement aimé répondre à l'arrivée en jeu de Chaos Defiler. Et comme c'est pas un effet qui cible mais un choix, j'aurais dû lui dire la Kappa rentre en pile et je lui ai dit ETB, je détruis proche. Donc je lui dis my bad. ETB, est-ce que tu as une réponse? Non. Donc je fais mon choix et je résous ma Kappa de Chaos Defiler. J'en parle régulièrement, mais c'est important de bien expliciter ses plays et laisser le temps à l'adversaire de répondre. Bon, évidemment, sans faire du slow play, mais quand même, c'est important. Donc, je me débarrasse de son général, qui, a priori, ne pourra pas être relancé au prochain tour, mais dans 2 tours, donc ça me laisse un tour de répit pour pouvoir poser un gros setup. Ah oui, et il me semble que là, en réponse à la capacité de fécondité de proche, je caste un Orcish Bowmaster qui, quand il arrive en jeu, inflige une blessure dans un kobold. Le kobold meurt. Hugo décide intelligemment de ne pas piocher parce que sinon je vais lui raser son board. Il aura What 1000 cartes en main, mais il aura plus de board. Et du coup, vu qu'il a pioché, j'ai un deuxième trigger d'Orcish qui cette fois-ci va venir détruire le Dork et qui donc recule d'encore un tour le fait de relancer proche. Ensuite, phase d'attaque à 6 avec Akiri et Aragorn qui ont tous les deux vigilance dans Ren and Six qui a bien taffé d'ailleurs. Je regagne 4 points de vie avec Aragorn. Et là, je dis à Hugo, vas-y, c'est ton moment. Vends-moi du rêve parce que là, 14, c'est pas tant de points de vie que ça. J'ai combien de boards? 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 poils pile au board. Donc il va falloir être quand même un peu pertinent. Et pas impertinent. Lol. Bref. Earthcraft, alors ça, en plus, je crois qu'il a un mana noir. Non, il a 2 manas noirs. Un neigeux et un classique. Donc il va pouvoir faire une grande quantité de mana. Là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il va avoir 9 mana. 8 sont suffisants pour relancer son général, refaire un max de value. On voit vraiment, en l'occurrence, la puissance d'Earthcraft dans un deck qui prend le board bien solidement, rien qu'au cast de son général. Même pas la résolution, hein, juste au cast. Ça qui est vraiment puissant. Donc, proche, et vas-y que je te remets 8 mana. Donc là, ça veut dire que
S'il a un sac outlet, pour chaque paquet de 2 mana qu'il a, il peut relancer son général autant de fois qu'il veut, poser un max de board, tout sacrifier, envoyer des pings dans tous les sens s'il a un effet. Ah ouais, alors là quand j'ai vu ça, j'ai fait aïe aïe ouille, ça va faire mal. Donc dans un souci de simplifier le board, j'ai proposé à mon adversaire de mettre des dés. Ils sont pas nécessairement très lisibles, mais vous en faites pas. Il va se passer tout un tas de trucs dans le tour. Hein, parce que Skull Clan plus quelque chose comme 14 kobold, bon, Hugo va bien piocher. Ce qui d'ailleurs m'arrange parce que j'ai mon petit Orcish on board. Donc il faut qu'il pioche, mais il faut qu'il pioche un anti-bet quand même. Un anti-bet noir qui plus est. Parce que là, c'est Fatal Push ou rien en gros. Ah non, il a Pylon aussi. Je réfléchis. Bon, du coup, il a tous les DT Tainted Pack qui peuvent lui permettre d'aller chercher son anti-bet. On va voir comment ça se résout. Donc en l'occurrence, l'effet de Skull Clamp est obligatoire de piocher 2. Par contre, l'effet de fécondité ne l'est pas. Bon bah du coup il a pioché son Fatal Push, ça répond à la question. Là je suis un peu embêté parce que je me dis, oula, ça va être vraiment problématique. Je pioche une carte sur le trigger de fécondité, puisque j'ai une créature qui est morte. Et oui, c'est un effet symétrique. Hein, mon adversaire se gave, j'ai le droit à une toute petite part du gâteau. Donc là en plus je suis full table, donc vraiment je peux juste, voilà, j'ai mes yeux pour pleurer et regarder Hugo dérouler son plan. Après je me dis je suis à 21, j'ai un board vraiment solide. On va voir, mais je suis pas tant inquiété que ça au final. Fetch, Hugo descend encore d'un point de vie. Il va fetcher dans une montagne, il lui manque plus qu'une forêt pour avoir les 3 couleurs de mana, donc de basique, pour préparer sa Horsecraft. Donc là c'est parti, c'est la fiesta. Donc il engage ses Kabold pour faire du mana. Cette fois-ci il a son rouge, donc il peut lancer un Mayhem Devil. Mayhem qui est une carte extrêmement menaçante dans Proche, sachant qu'il doit lui rester quelque chose comme 14 Kobold, qui va pouvoir... Alors il les sacrifie pas. Ah non c'est vrai, il les sacrifie pas. Donc il refait encore une flopée de mana. Qu'est-ce qu'il va nous lancer? Broadside Bombardiers, donc ça c'est effectivement une carte qui peut permettre de sacrifier. Et là j'avais pas fait attention, mais en fait le proche il est on board. En fait pour moi il était encore en command zone. Donc du coup quand il m'a attaqué j'ai fait ah bon. Donc il engage proche pour lui mettre le Skull Clamp dessus. Ah oui alors c'est là où il faut que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Alors je suis désolé, encore une fois ma caméra n'avait plus de batterie donc là elle s'est éteinte. Phase d'attaque avec Broadside Bombardiers, il a sacrifié pioche. Proche, il a pioché plein de cartes. Il m'a descendu au total à 2 points de vie, parce que j'étais à 21. Il m'a réduit avec un board où j'avais juste Chaos Defiler. Tout son board était engagé. J'ai joué Breya, donc il était à 11. J'ai joué Breya. Phase d'attaque avec Chaos Defiler, il passe à 6. J'avais suffisamment d'artefacts pour sacrifier les 2 mécanoptères qui sont arrivés avec Breya, je te colle 3. Je sacrifie Breya et Chaos Defiler, je te colle 3. J'ai donc remporté ce match avec un létal poil pile. Je me retrouve donc en une victoire, une défaite. La ronde suivante, c'était celle où j'ai affronté une deuxième fois un autre joueur de Grist. Donc j'ai décidé de ne pas l'enregistrer. Par contre, la prochaine ronde d'Akirisilas qu'on va pouvoir rencontrer, enfin voir, ce sera celle contre Aragorn. Donc là, cette fois-ci, un match-up avec du bleu qui va s'avérer extrêmement intéressant.
Sans plus attendre, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Totoro pour l'Antre du Deck.